Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Le prix du kilogramme borchon du cacao pour la campagne intermédiaire 2023 maintenu à 900 francs CFA. Le gouvernement a dévoilé le prix ce vendredi. La grande campagne cacaoyère vient de s'achever. Depuis la Chine, Patrick Hachi salue la solidité des relations sino-ivoiriennes. Cela fait 40 ans que la Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent des relations de coopération. Le Premier ministre a pris part au forum de Boao. Et puis ce litige qui oppose un collectif d'entreprises au district autonome d'Abidjan exigeant le paiement d'une dette de plus de 9 milliards de francs CFA. Ce collectif de 63 entreprises donne un ultimatum au district et en appelle au chef de l'État. Le Premier ministre a pris part au forum de Boao en Chine. Au terme d'une audience avec son homologue chinois ce jeudi, Patrick Hachi a salué la solidité de la relation entre la Côte d'Ivoire et la Chine, une coopération qui dure 40 ans. Les échanges ont également permis de passer en revue les projets exécutés, ceux en cours, ainsi que les actions à mener pour la mise en œuvre de la vision 2030 du président de la République dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Et on en parle avec Nadia Idja. 40 ans, c'est la durée des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Une relation au beau fixe consolidée une nouvelle fois par la présence du Premier ministre Patrick Hachi au forum Boao qui s'est ouvert ce 28 mars en Chine. En marge de la cérémonie, Patrick Hachi a eu des échanges avec son homologue chinois sur les questions de développement. Nous avons fait un tour d'horizon des relations sino-ivoiriennes. Tout au long de ces 40 dernières années, parce que, comme vous devez certainement le savoir, cette année fête le 40e anniversaire des relations entre la République populaire de Chine et la Côte d'Ivoire. Nous avons donc parcouru ensemble les différentes activités qui se sont déroulées au cours de cette période et nous nous sommes appesantis tout particulièrement sur la qualité de ces relations-là. Des échanges fructueux, preuve de la bonne collaboration entre les deux pays. Nos échanges ont été fructueux avec Monsieur le Premier ministre qui a donné des instructions aux institutions de financement que nous rencontrerons dans les tout prochains jours afin de discuter avec eux les modalités pratiques de mise en œuvre de ces décisions. L'agriculture, l'industrie, l'éducation et la formation de la jeunesse sont les domaines qui pourront être impactés. C'est un litige qui remonte à plusieurs années. Entre 2015 et 2021, 63 entreprises ont effectué des travaux d'électrification dits d'urgence pour le compte du district autonome d'Abidjan. Plus de 8 ans après, ces entreprises ont du mal à obtenir le paiement de leurs factures. Réunies au sein d'un collectif, elles réclament plus de 9 milliards de francs CFA au district. Et au cours d'une conférence de presse jeudi, le collectif a donné un ultimatum au ministre-gouverneur Begré Mombé et sollicité l'intervention du chef de l'État. Les précisions de Pierre Dipomelin et de Joseph Sécré. Des factures en souffrance, estimées à plus de 9 milliards de francs CFA, de 63 entreprises, commises à l'électrification de 112 villages du district autonome d'Abidjan, dans le cadre d'un programme d'urgence qui date de 2015. Organisés en collectif, ces entrepreneurs désabusés disent avoir épuisé pratiquement toutes les voies de recours, sans aucune suite heureuse. Plus grave, le dialogue serait rompu avec le district autonome d'Abidjan, leur créancier. La situation de toutes les entreprises qui ont cru en ce projet devient de plus en plus insoutenable. Surendettement, poursuites, arrestations pour certains. Une situation qui s'apparente selon eux à un mépris. Face aux journalistes, ils appellent à l'intervention du président de la République pour le règlement sans délai de leurs factures. Face à ce mépris et cette tentative de détournement du fruit de notre travail, nous, collectifs des entreprises d'électrification du district autonome d'Abidjan, avons décidé d'interpeller le chef de l'État sur cette situation qui entache ses efforts de développement économique de la Côte d'Ivoire et lui demander d'intervenir afin que nous puissions être payés. De nous faire entendre à travers un sitting le mercredi 12 avril. Nous exigeons aussi un paiement effectif de nos montants initiaux, tels qu'indiqués dans les devis quantitatifs estimatifs DQE, c'est-à-dire le montant de 9 milliards 557 millions
304 169 francs CFA, dont nous avons reçu 500 millions comme acompte, soit 5%. Le district nous reste donc devoir la somme de 9 milliards 57 millions 304 169 francs CFA. Nous saisissons l'Organisation de défense des droits de l'homme sur cette violation grave de nos droits économiques et sociaux. Nous saisissons aussi le ministère de la Promotion et de la Bonne Gouvernance, de lutte contre la corruption, sur cette injustice inacceptable. Si le district autonome d'Abidjan reconnaît devoir à ces entreprises, il n'est cependant pas d'accord avec le montant évoqué par le collectif des entreprises d'électrification. Il souligne plusieurs irrégularités administratives, mais aussi portant sur des factures après un audit conduit par le Bureau national d'études techniques et de développement. Après enquête sur terrain, en présence des entreprises elles-mêmes et des chefs de village bénéficiaires et la consolidation des évaluations faites par le BNET, le montant total à payer pour les travaux réalisés se chiffre à 4 milliards 353 millions de francs CFA. Sur ce montant, il faut rappeler que la somme de 692 millions a été déjà payée. Contrairement donc à ce que réclament ces entreprises, le district autonome d'Abidjan ne doit pas la somme de 9 milliards 600 millions de francs à qui que ce soit. Toutefois, il consent à procéder au paiement des sommes restantes qui s'élèvent à 3 milliards 661 millions selon un calendrier déjà arrêté de commun accord lors d'une rencontre avec ces sociétés le 7 septembre 2022. Pour le premier responsable de la communication du district autonome d'Abidjan, le processus de paiement étant en cours, il n'y a donc pas lieu de s'agiter. Alors que le collectif projette déjà le mercredi 12 avril prochain un sit-in de protestation. Les réformes opérées dans le secteur minier en Côte d'Ivoire ont rendu le cadre législatif plus attrayant pour les investisseurs. Ces mots sont du ministre en charge des mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sagouafoa Coulibaly, pendant l'ouverture ce jeudi de la 2e édition du symposium dénommé Mines Côte d'Ivoire. Quelle politique du contenu local pour soutenir un secteur minier durable et performant? C'est le thème de cette édition, suivie pour vous par Madoché Kwasi et Eric Kimou. Exposition, conférences débats, réseautage et échanges B2B sont les principales articulations de ces 2 jours de travaux et de débats qui se tiennent autour du thème « Quelle politique de contenu local pour un secteur minier durable et performant ?» Le contenu local fait référence à la proportion de main-d'œuvre, de biens et de services locaux qui sont employés ou utilisés dans les opérations minières. Il s'agit pour les entreprises minières d'acheter des biens et des services auprès des fournisseurs locaux, de recruter et de développer des talents locaux, d'investir dans des projets locaux, de susciter et encadrer des entrepreneurs locaux, de travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour maximiser les avantages économiques et sociaux pour la localité, la région ou le pays. On ne peut y arriver cependant efficacement qu'en synergie d'action. 39 exposants et près de 400 participants prennent part à cette 2e édition du symposium Mines Côte d'Ivoire. Du beau monde pour réfléchir aux défis auxquels fait face le secteur. Il s'agit d'abord de la mise en place de l'infrastructure géologique afin de disposer des données exhaustives et fiables. Ensuite, il nous faudra accélérer la délivrance des permis de recherche et d'exploitation. Et la promotion de la recherche, l'exploitation et la transformation locale des minéraux dits critiques. Enfin, il nous faut continuer la lutte contre l'orpaillage illégal, en associant cette fois-ci à la répression une solution socio-économique. Et je n'ai pas de doute que le contenu local pourra y contribuer. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une conférence inaugurale sur le thème des assises, dite par Sominé Dolo, expert sur les questions de contenu local. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, président de la cérémonie, a profité de l'occasion pour annoncer la tenue prochaine d'un salon des mines et de l'énergie.
Et je vous le disais en titre, la grande campagne cacaoyère vient de s'achever. La campagne intermédiaire commence demain, 1er avril. Et pour cette campagne, le prix du kilogramme borchon du cacao est maintenu à 900 francs CFA. Le ministre en charge de l'agriculture et du développement durable, Kobenon Kwasi Adjumani, était face à la presse pour expliquer les raisons de ce maintien. Un maintien qui occasionne une perte de 33,7 milliards de francs CFA, selon ses explications. Reportage. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenon Kwasi Adjumani, a indiqué que le prix du kilogramme du cacao pour la campagne intermédiaire est fixé à 900 francs CFA. C'est l'annonce faite ce vendredi 31 mars au 23e étage de l'immeuble Siam, en présence du PCA et du DG du Conseil Café Cacao. Le président de la République a fait fi de cette décote pour encore une fois faire un sacrifice supplémentaire en acceptant de maintenir le prix de la campagne principale, c'est-à-dire 900 francs le kilogramme de cacao. Kobenon Kwasi Adjumani n'a pas passé sous silence les sacrifices consentis par le président de la République, Alassane Ouattara, pour garantir une tranquillité aux vaillants producteurs de café cacao. Il faut reconnaître que cette année, le grainage est très élevé et cela nécessite une décote de 75 francs par kilogramme sur une prévision de 450 000 tonnes. Donc lorsque vous faites la multiplication, vous allez vous rendre compte que nous avons une perte de 33,7 milliards de francs CFA. Cette campagne intermédiaire, qui démarre ce samedi 1er avril et durant laquelle le coût du kilogramme de cacao reste identique à celui de la campagne principale, s'achèvera le 30 septembre prochain. Faisons un tour du côté de la Direction générale du budget. En vue d'améliorer la qualité de ses services, la Direction générale du budget et du portefeuille de l'État a lancé jeudi le processus de sa certification globale multisite à la norme ISO 9001 version 2015. Il s'agit d'un outil de transparence selon les explications des responsables de cette direction. Les précisions de Salif Yalikoué et de Mathurin Badé. La DGBF, la Direction générale du budget et des finances, s'engage dans la transparence et la qualité de ses services. Jeudi, elle a lancé sa démarche de certification multisite de l'ensemble de ses structures à la norme ISO 9001, version 2015. Ce processus, qui a démarré en 2022, s'effectuera suivant cette phase jusqu'en 2024, avant de permettre à cette administration de se prêter à l'audit de certification. Plusieurs acquis du processus ont déjà été enregistrés. La DGBF a décidé de s'inscrire dans une démarche de certification de l'ensemble de ces structures, à savoir la certification globale multisite. Elle vise également à permettre aux agents de la Direction générale du budget et des finances de s'imprégner des principes et fondamentaux du management de la qualité et d'en mesurer l'importance et les enjeux. Représentant le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le directeur de cabinet, Adam Assal, s'est réjoui de cet engagement de la DGBF qui participe à la transparence dans la gestion budgétaire. Cette démarche s'inscrit dans le passage progressif d'une logique de gestion par réactivité à une logique par proactivité qui promeut une organisation rigoureuse des activités et dont le but est de fournir aux concitoyens des services de qualité. Dans ce contexte, la norme ISO 9001, version 2015, se présente comme la voie la mieux indiquée pour atteindre cet objectif, car elle implique que l'organisation qui s'y réfère conduise ses activités suivant des méthodes reconnues au niveau international. En 2015, après un audit diagnostique, la DGBF s'est lancée dans le processus de certification de ces structures en démarrant par une phase pilote avec une de ses directions centrales, en l'occurrence l'ex-direction des marchés publics. Cette expérience a été couronnée de succès avec la certification de l'actuelle direction générale des marchés publics le 25 septembre 2020.
Un parti politique propose le changement de la politique monétaire. Il s'agit du renouveau démocratique. Face à la presse ce matin, les responsables de ce parti se sont prononcés sur plusieurs sujets d'intérêt économique, notamment le franc CFA. Le mouvement politique propose un changement de la politique monétaire dans l'espace ouest africain pour le développement des pays. Le reportage est signé Salif Alekwe et Mathieu Mbadé. L'économie. Telle était la principale thématique de la conférence de presse du parti politique Le Renouveau démocratique. La question du franc CFA était à l'ordre du jour. Pour cette formation politique, il urge d'opérer un changement. Nous avons dit, il y a la politique budgétaire et la politique monétaire. Ce sont deux éléments qui sont inséparables. Nous n'avons que l'un, politique fiscale. Et c'est pour ça que nous avons tous les problèmes du monde depuis 1960. Nous insistons, la politique monétaire, il faut partir de là. Nous sommes opposés à la politique du gouvernement actuel sur la politique monétaire. Et nous avons fait des propositions. Et nous souhaitons, le président Alassane, qui est de Fonds monétaire international, la BCEAO, qu'il puisse analyser nos solutions et essayer de voir comment la Côte d'Ivoire, en réalité, peut sortir de là. Le renouveau démocratique compte accéder à la magistrature suprême du pays. La paix, la justice sont les principaux credos de ce parti. Dire non à la violence et dire oui à la paix, c'est la mission que s'est donnée l'Association des jeunes engagés pour la non-violence. L'association a ouvert ce vendredi des ateliers de sensibilisation et de formation sur la non-violence et le civisme en milieu scolaire. Les précisions de Issa Koné et de Tanguy Kona. Jeunes engagés pour la non-violence, Jeunove. C'est le nom du projet de l'USA Alumni Exchange Programme Côte d'Ivoire, USAEPSI, une action qui vise à atténuer la violence et accroître l'engagement des jeunes dans la prévention des conflits. L'idée de ce projet, c'est de pouvoir renforcer les capacités des jeunes, des leaders de mouvements de jeunes, également des leaders, des élèves de clubs de paix, afin notamment qu'ils puissent mieux s'impliquer dans le processus de consolidation de la paix, dans leur communauté, dans leur environnement. Un projet auquel ont associé leur image la gendarmerie, la préfecture et la chefferie de la Nébi Tiassa, afin d'éradiquer ce fléau qui mine notre société. Dans un État qui se veut responsable, sérieux, vous avez 3 pieds. Pour moi, c'est d'abord la sécurité de manière globale, la santé et l'éducation. La non-violence, déjà, permet de maîtriser les bases de la sécurité, de ne pas être violent vers l'autre. Un atelier de formation a été initié dans cette salle de la préfecture de la localité, dont le thème portait sur la non-violence et le civisme en milieu scolaire. Atelier auquel ont pris part élèves et d'autres jeunes qui se disent satisfaits quant au choix du thème. J'ai retenu que nous devons dire non à la violence en milieu scolaire. Et nous devons aussi sensibiliser nos amis sur les dangers que peut entraîner la violence en milieu scolaire. C'est vraiment un thème d'actualité qui a été abordé, qui concerne véritablement le quotidien de la jeunesse aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle tant dans le milieu scolaire, mais je pense que c'est toute la jeunesse dans son entièreté. Le projet Jeunove se déroule depuis ce matin dans les villes de Dabou, Yamoussoukro et de Bouaké, ce jusqu'au mois d'avril. Ces initiateurs entendent à la fin de cette caravane de sensibilisation et de formation toucher au maximum les jeunes à travers toute la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi à 20h15 dans Focus Faits divers. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves.